Hello les amis, on se retrouve donc dans la suite de cette petite autocritique de mon premier essai violence, donc paru en novembre 2020. Ça fait déjà plus de 5 ans, on est quasiment à la date anniversaire donc de la parution. Et en fait aujourd'hui j'avais envie de... Je vais sauter un petit peu quelques chapitres. On a déjà pas mal blablaté sur le début, on va dire, l'intro, l'hypersensibilité. L'anthropocentrisme, donc là c'était le gros morceau, je vous invite à revoir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, où là effectivement je parlais un petit peu de ce que j'observais, de ce que je comprenais de l'industrie agroalimentaire notamment, de l'exploitation des animaux, la position de l'humain dans tout ça, et quelque chose qui s'apparente quand même à de l'extrême violence sur nos amis les bêtes, dont nous sommes, parce que, bon, n'en déplaise à peut-être certains d'entre vous, mais moi je fais pas de distinction, en tout cas biologiquement parlant. Il y a effectivement une voie qui est celle de l'humain, qui est liée à son évolution historique, mais il y a une voie donc liée aux autres branches animales, etc. Mais l'être humain fait partie de la famille des animaux, en fait, et donc c'est pas les animaux et l'humain, nous sommes des mammifères. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et j'ai l'impression de dire en fait une évidence en disant ça, mais force est de constater qu'autour de moi, j'ai souvent eu des gens qui faisaient cette distinction, y compris dans notre vocabulaire, c'est il y a les animaux d'un côté, il y a les humains, quoi. Nous, c'est pas pareil. Ah non, nous, c'est pas pareil. Voilà, ben, je vous amène un petit peu, enfin, je vous invite en tout cas à aller investiguer un petit peu la biologie et la théorie de l'évolution aussi, pour ceux que ça intéresse. Vous verrez qu'on a beaucoup plus de points communs qu'on ne le pense avec beaucoup d'espèces qui, parfois, nous ressemblent pas directement d'ailleurs. Donc, on était passé là-dessus, j'y ai passé une bonne heure. Voilà, je vous invite vraiment à revoir la vidéo. Et du coup, alors, j'ai réfléchi parce que bon, on n'est pas du tout au bout du livre et j'avais pas envie non plus de faire une série trop longue. On en est déjà, je crois, à la 4e vidéo. Là, j'ai envie de changer complètement de sujet. Alors, il y a toute la partie, là que je vais passer très très vite, du coup, je vais pas m'attarder dessus, sur la partie climat, le réchauffement climatique, les objectifs, blablabla, etc. Je pense qu'il y aurait beaucoup à en dire parce qu'à l'époque, pareil, j'ai découvert plein de trucs. Ce qui est intéressant, c'est que autant comme la partie anthropocentrisme, là, cette partie climatique, je l'ai beaucoup sourcée. Donc c'est intéressant parce que l'essai que j'ai écrit, en fait, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas forcément en accord sur peut-être les conclusions, l'observation que moi j'en faisais, la violence que je percevais en comprenant un certain nombre de phénomènes. Mais j'ai quand même pas mal sourcé, donc en fait c'est intéressant, je vous en avais déjà parlé en introduction, c'est un peu un travail presque de journaliste que j'avais fait. Je recoupe des sources, etc. Je produis une synthèse, je l'expose, je la publie. Donc voilà, je vous invite à la revoir. J'aurais pu faire toute une vidéo là-dessus. Voilà, l'idée c'est d'aller assez vite parce que j'ai aussi d'autres choses à vous dire et j'ai envie d'avancer aussi sur toutes ces questions-là. Donc voilà, si, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, vous pouvez encore vous le procurer, hein. Il est sur Amazon, oui, il est encore sur Amazon. Voilà, donc non-réversibilité, c'est intéressant parce que je parle beaucoup aussi de phénomènes physiques, pas uniquement de le climat, on va tous mourir, quoi. L'entropie, vous voyez, j'en parle, etc. Bon, donc je vais passer cette partie-là. Je vais passer aussi la partie sur la pollution plastique, où j'en avais fait vraiment quelque chose d'à part. On peut dire qu'il y a quand même une grande partie liée à l'écologie quand même dans cet essai. La pollution plastique, le continent de plastique, alors ça c'est intéressant aussi, j'en parle, bon, je cite WWF, je cite pas mal d'études aussi, donc la soupe plastique, etc. Et on va passer directement à la culture du divertissement, donc on change complètement de sujet parce qu'en fait l'essai c'est violence. En tant qu'hypersensible qui était le prisme en fait de cette écriture, je souhaitais décrire un certain nombre de violences que j'observais autour de moi sur tout un tas de sujets. On a passé du coup l'anthropocentrisme, on a passé la souffrance animale hors humain, entre guillemets, parce qu'il y a la souffrance humaine aussi, mais d'ailleurs, c'était pas du tout dans l'ouvrage, mais je l'ai un peu évoqué à travers les agriculteurs sur les précédentes vidéos. L'hypersensibilité, donc je vous en parlais. Et là, on va passer vraiment à un autre sujet, donc la culture du divertissement et surtout le jeu vidéo. Ça va être l'objet de cette petite capsule. Je m'arrêterai à la fin de ça, parce que derrière, il y en aura probablement encore une autre. On en fera peut-être encore une ou deux max, pour boucler un petit peu cette relecture autocritique de violence. Et là, pourquoi je voulais m'arrêter là-dessus? Bon, déjà, parce que ça change un peu de sujet, c'est effectivement peut-être un peu plus léger, quoique, on va voir. En fait, l'idée, c'est que je m'étais dit, ok, le jeu vidéo, la culture du divertissement, je suis né quand même en 1986, donc année 80-90, quoi, on va dire.
plutôt 90 pour mon enfance, parce que 86, à 4 ans, tu joues pas beaucoup aux jeux vidéo. Mais tu es dans une société de l'entertainment, du divertissement. J'en parle un peu plus loin, hein. On va y revenir, parce que je vais parler un petit peu d'autres phénomènes aussi liés à la télévision, etc. Mais là, je voulais faire un petit focus, comme je l'ai noté d'ailleurs dans le livre, Enfant du jeu vidéo. Donc on va le lire ensemble. Je ne l'ai pas relu, hein, avant de faire cette vidéo, donc ça va être intéressant, parce qu'à l'époque, je m'étais dit, je me rappelle juste m'être dit, j'ai envie de faire une synthèse de ce que j'ai vécu dans mon enfance par rapport à ça, comment moi j'ai perçu le jeu vidéo, ce que c'était pour moi. Et vraiment avec mes mots, c'est-à-dire il n'y a pas une notion, quand j'ai écrit ça, c'était pas je fais une synthèse des philosophies sur la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, à quoi sert le jeu, machin. Non, c'était qu'est-ce que je ressentais, alors, avec un peu de jus de cerveau par rapport à ça. Mais j'ai essayé un petit peu comme si je m'étais presque mis un challenge en quelques pages, parce que vous allez voir, c'est pas extrêmement long. Voilà, il y a 5-6 pages, d'ailleurs on parle pas que du jeu, quoi que si. Enfin, là, c'est essentiellement tourné sur le jeu vidéo. Et c'était, en gros, fais un résumé de ce qu'est le jeu vidéo dans ta vie, ce qu'il a représenté, peut-être ce qu'il représente encore, je ne sais pas si j'étais allé jusque-là, parce que ça date donc il y a à peu près 7 ans, l'écriture. Donc on va voir. Attaquons. Culture du divertissement. J'aimerais maintenant vous proposer de faire une pause. Voilà, on va faire une pause, les amis. D'ailleurs, pause café, avant d'attaquer. Une parenthèse nostalgique, plus précisément, pour vous convier à la découverte d'un loisir qui ne m'a jamais lâché depuis mon enfance. Je veux parler du jeu vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi. On attend de voir. Pour rendre la traversée de mon épopée vidéoludique la plus agréable qui soit, j'ai choisi de vous la présenter sous la forme d'un récit d'aventure, vous conviant à revivre avec moi une partie de mes souvenirs en tentant d'en respecter la chronologie. Alors, apparemment, j'ai essayé de faire un truc un peu chronologique, en mode je suis né avec ça, j'ai découvert truc, etc. Enfant du jeu vidéo. C'est intéressant parce qu'effectivement, je pense que j'ai vraiment baigné dedans. C'était l'époque où le truc était en plein essor. Aujourd'hui, on est toujours dans le jeu vidéo, mais ça a muté. On a des usages quand même bien différents. Puis surtout, ma génération, typiquement, je parle de ce que je connais, hein, parce qu'il y avait la génération d'avant qui avait déjà un peu découvert ça. Les générations d'après, typiquement les années 2000, vous n'avez pas vécu ce moment-là, en fait. Ces moments de... Ben, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Et en même temps, ça introduit, c'était l'objet aussi d'en parler, des biais. Et on y cherche des trucs. Chacun y trouve. Moi, j'y ai trouvé des choses. On va voir. Donc, enfant des années 80, 86 pour être plus précis, ma première console de salon fut la Nintendo Entertainment System, donc la NES, la fameuse. Un pack offert par mes grands-parents, je m'en souviens encore. Acheté en francs avec mes 2 premiers Duck Hunt et Super Mario Bros. C'était un pack, je me souviens. À cette époque-là, il me semble, et c'est marrant parce que je ne me rappelle pas précisément, mais je sais mes grands-parents étaient venus, donc c'était en famille, hein. Ils étaient venus à Périgueux. Moi, j'habitais à Périgueux à cette époque-là. Enfin, dans un quartier, en tout cas, de Périgueux. Pour ceux qui connaissent, c'est en Dordogne, hein. Et mes grands-parents étaient venus et encore une fois, c'est des bribes, hein. Je sais même plus quel âge j'avais à cette époque-là. J'avais pas 10 ans, hein. Je peux même plus vous dire. Est-ce que c'était 7, 8, 9? Bon, c'était dans ces eaux-là, je pense. Et je me souviens, donc on était en francs à l'époque et il y avait un pack qui m'avait offert. Je sais même plus dans quelle boutique, mais c'est marrant, j'ai quelques images. Et donc c'était cette première console, ce gros bloc là, la NES. Alors je l'ai encore, j'aurais pu vous la sortir, je l'ai rangé dans des... Mais je l'ai encore cette NES, avec donc ce petit pack Duck Hunt. Vous savez, c'est le jeu des canards, où on tire sur les canards. C'est bien de parler de ça après l'anthropocentrisme, où je dénonçais par ailleurs toute la partie chasse, pêche, etc. En tout cas récréative. Donc là, c'était quand même, en termes de formatage, tu tires sur des canards, quoi. Et il y avait un petit chien qui gloussait, mais bon, gamin, tu t'en fous de tout ça, gamin, tu t'éclates, tu trouves ça drôle, etc. Et il y avait Super Mario Bros. Est-ce que c'est le premier? C'est pas impossible. Je l'ai encore, c'est une cartouche en fait. Donc tirer sur des canards, sick, sous le regard moqueur d'un chien hilar, et tenter de sauver une princesse des grosses pattes d'un dinosaure épineux. Voilà qui préoccupait une partie de mon temps libre de jeune préadolescent. Alors là, pour le coup, je dis préadolescent parce qu'effectivement, j'étais... je sais même pas dans quelle classe j'étais, mais j'étais à l'école primaire, j'imagine. Plus tard, d'autres titres complétèrent ma collection, notamment un certain Godzilla, c'est vrai que je m'en souviens, un jeu de pilotage d'avion dont le nom m'échappe. Alors il y avait un jeu, effectivement, il y avait Stealth, je crois, dans le titre, un truc comme ça. C'est en fait,
ça avait une sorte de simulation, vous deviez atterrir comme ça, alors tout était ultra pixelisé, etc. Il y avait du Star Wars aussi, j'avais quelques jeux comme ça. Et j'avais Captain Planet. Captain Planet, ça ne nous rajeunit pas, purée. À cet instant, je découvrais le vertige d'une nouvelle expérience, le plaisir d'intégrer un univers virtuel avec des règles différentes de celles de la vraie vie. Un terrain agréable pour mon mental bouillonnant. Un générateur sans fin de joie éparse. Aussi parfois, dois-je l'avouer, un refuge. Et ça, c'est super important, parce que je pense que c'est vraiment, avec le recul maintenant, je pense que c'est le rôle que ça a joué. Le refuge dans un univers fantastique dont on maîtrise entre guillemets les contours. Vous ne définissez pas les règles du jeu, mais vous pouvez vous y remettre pour presque fuir, en fait, finalement, un écosystème qui vous fait peur dans le monde réel. Et vous rentrez dans le jeu, et là, c'est un monde... vous choisissez le jeu, vous choisissez l'ambiance, vous choisissez la difficulté, bref, peu importe les contours. Mais c'est des règles que vous vous appropriez qui vous paraissent plus faciles, plus simples et donc apaisantes. En tant qu'hypersensible, je pense que c'est ce que j'y ai trouvé à l'époque. Je ne mettais pas ces mots-là à l'époque, mais c'était agréable pour ça. Et j'y suis rentré et ça s'est cultivé. Et alors j'ai nourri quelque part un imaginaire en jouant à pas mal de jeux à l'époque. Et ça s'est répercuté après, on va le voir sur les années qui ont suivi. Mais c'était effectivement un refuge. C'est le bon terme, je pense que c'est le terme vraiment qui représente bien les choses. T'exploses, le monde... Tu te sens agressé d'une certaine façon par plein de facteurs différents. Le jeu, c'est un refuge. Voilà. Celui d'un monde excitant et confortable que l'on décide d'activer à la demande par un simple branchement de Péritel, pour ceux qui ont connu les prises Péritel. Vous voyez là un lien avec l'hypersensibilité, pouvoir se réfugier dans un monde où les lois sont cadrées par un programme et ne débordent jamais. Quoi de plus réconfortant lorsqu'on ressent si fort la violence du monde qu'il devient difficile à supporter. Retrouver la maîtrise de ses émotions dans un cadre bien connu, voilà ce que le jeu vidéo peut apporter de bon si le dosage est savamment maîtrisé et n'empêche pas de découvrir le monde réel. Je pressentais déjà le truc, c'est marrant avec du recul. C'est que c'est sûr que ça fait un peu... c'est le doudou, quoi, quand t'es gamin. Mais c'est aussi un piège parce que tu t'enfermes sans le vouloir. En fait, tu cherches juste à être mieux, à être bien, à te sentir bien. Et donc tu t'enfermes là-dedans et de fait, bah, ça te débranche du monde réel. Et ça va entraîner d'autres biais parce que forcément, ça te confronte pas de façon aussi intense peut-être à ce que naturellement, sans le jeu en tout cas, tu serais confronté, y compris dans ta sensibilité, etc. Donc ça va introduire des biais parce que après tu vas sans arrêt essayer de chercher ce réconfort-là. Peut-être que le monde réel va te paraître paradoxalement encore plus difficile quand tu vas y retourner. C'est des hypothèses que j'aimais, hein. Je suis pas psychologue les amis, hein. Je vous dis un petit peu ce que je vois avec du recul et ce que peut-être ça a pu affecter dans ma vie. Mais c'était... ouais, en tout cas, voilà pourquoi j'en ai fait un chapitre, parce que c'est quelque chose qui pour moi est fondateur. Ça a vraiment marqué quelque chose, un pilier en fait. Je me suis construit là-dessus. D'expérience solitaire, ma pratique du jeu prit ensuite une tournure différente lorsque j'entrais au collège. Ma passion vidéoludique s'étant durablement installée dans mon quotidien. Alors là, c'est sûr qu'en fait, j'y jouais tout le temps. Alors tout le temps, ça ne m'a pas empêché de bosser, de passer des étapes à l'école. Hein. C'était pas l'un ou l'autre, mais c'est vrai que ça avait une part importante. Tout comme la lecture pouvait avoir aussi une part, mais c'est pas pour autant d'ailleurs à l'époque que je ne lisais plus, donc c'est intéressant. Mais ça avait, voilà, ça avait un rôle. Donc, ma passion s'était installée durablement dans mon quotidien. J'avais successivement acquis la Mega Drive 2 et la Super Nintendo, ou les consoles suivantes. Grande sœur de la NES, la Game Boy portable s'invita également à la fête. Game Boy, j'ai pas mal joué effectivement, ou le Game Boy. Je dis le Game Boy. J'ai écrit le Game Boy, c'est le nom officiel. C'est voilà, c'est ceux qui connaissent la polémique aujourd'hui, on se dit pain au chocolat, chocolatine. À l'époque, c'était le ou la Game Boy, hein, les amis. C'était autre chose. C'est aussi à ce moment que la dimension multijoueur pénétra au cœur de mes loisirs. Alors effectivement, il y avait les potes autour de ça, hein, forcément. Grâce à de belles rencontres dans le monde réel, celle-ci, les parties acharnées du truculent Mario Kart prirent un virage intéressant. Alors, celui-là, je l'ai torché dans tous les sens. Le premier sur NES, j'ai beaucoup joué. Et après, les versions suivantes... Ah non, c'était pas sur NES, c'était sur Super NES. Et ensuite, les versions suivantes, effectivement... GameCube, il y a eu aussi la Wii plus tard d'ailleurs. Ça parlera peut-être un peu aux plus jeunes d'entre vous.
Je ne saurais précisément dire le nombre d'après-midi entières que nous passâmes, mes amis et moi, à tenter d'accomplir la course parfaite en cylindrée 1500 cm3 à coups de lancers de carapace rouge, de bananes et de boost champignons. Puis la Nintendo 64 apparut dans les chaumières. Alors celle-là, elle a fait mal. Hein. Permettant de se réunir encore plus nombreux devant le poste de télévision, elle avait 4 ports, je crois, on pouvait jouer jusqu'à 4 dessus. Pour partager des sessions manette en main, à grignoter des gâteaux un peu trop sucrés, c'était l'époque de la grande insouciance. Ouais, ça je me rappelle, c'était les samedis après-midi, chez un pote, on jouait à Mario Kart, il y avait du Perfect Dark, il y avait du GoldenEye, etc. On passait nos après-midi là-dessus. Il y avait du Turok aussi à une époque, je me rappelle, Turok 2. Et on bouffait par contre. Donc c'était quand même goûter, mais le goûter qui s'étirait un peu trop sur l'après-midi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois la quantité de sucre que j'ai ingéré, bon, c'était quand même... Là, on était quand même dans de l'addiction, hein, parce qu'entre le sucre, la malbouffe, t'es gamin, c'est du plaisir pour toi, tu vois. Tu réfléchis pas à tout ça. Plus la console, il y avait... En fait, ça a créé un cocon. On se créait un cocon, en fait, avec les potes, et on rentrait là-dedans, on échangeait là-dessus. Je me rappelle, c'était aussi des discussions de cours de récréation, etc. Là, je parle beaucoup de multijoueurs, mais il y a eu Zelda aussi. Zelda qui était... le Ocarina of Time, j'en parle un peu plus tard, là je vois le nom, donc on y reviendra. C'était aussi la période des magazines colorés de jeux vidéo qui faisaient recette en kiosque. Et oui, à l'époque, Console Plus, Player One, PlayStation Magazine, l'émission de gameplay en direct Level One, alors celle-là aussi, je la regardais assez souvent, cartonnée sur la chaîne spécialisée du grand public Game One, le salon mondial du jeu vidéo. Je crois que Game One, ça existe encore d'ailleurs, il me semble. Bon, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, mais à l'époque... Ouais, c'était une ambiance, quoi. L'ambiance des magazines, du papier, la soluce qu'on allait chercher, les reviews, les tests donc dans ces magazines-là. C'était un vrai univers, c'était un vrai écosystème, un vrai business aussi. Et puis, ouais, les Level One le matin, je me rappelle quand j'étais en vacances notamment, où je regardais ça après mon petit-déj, quoi. Le salon mondial du jeu vidéo, le fameux E3, effectivement, qui battait son plein à Los Angeles, et mes amis et moi attendions chaque année avec impatience l'événement, les yeux brillants. L'annonce d'un nouveau titre AAA offrant la promesse de longs week-ends délectables à venir. Les tips s'échangeaient à foison dans la cour de récréation. Comment accomplir la mission secrète débloquée la veille, battre un boss récalcitrant, débloquer l'accès à un niveau bonus. Entre un cours de mathématiques et d'histoire géo, l'espace était suffisant pour briller devant ses camarades. Ses camarades. Ah, j'ai fait une faute. En déballant fièrement sa dernière trouvaille. Je me souviens d'une scène spectaculaire, particulière. J'étais en 6ème lorsque quelques grands de 3ème, des amis de mon meilleur ami de l'époque, ne tarissaient pas d'éloges sur un nouveau jeu fraîchement débarqué. Oui, c'est vrai que celui-là, il m'a marqué. Et c'est marrant parce que je me rappelle de la scène, un certain donc The Legend of Zelda Ocarina of Time. En les écoutant emportés par cette passion inédite, l'emprise magique du jeu de rôle s'empara de moi. Je découvris alors que l'on pouvait apprécier tellement plus qu'une simple course de bolide sur la piste arc-en-ciel, référence à Mario Kart. Un match de football à la International Superstar Soccer, ah oui c'est vrai, il y avait ça aussi. Ou une partie deathmatch endiablée à GoldenEye. Un monde ouvert, un vrai avec ses rouages, ses contraintes, ses accomplissements que l'on pouvait découvrir à son rythme à travers l'avatar d'un épéiste au bonnet vert. L'expérience grisante me propulsa dans le plaisir décuplé des quêtes annexes de ce monde enchanté, rythmé par l'intervention des PNJ et des intonations complices de la fée Navi. Et alors c'est marrant parce que je me rappelle vraiment de cette scène. Et pour moi, c'est un des beaux souvenirs. Alors, j'ai conscience qu'il y avait ce côté refuge, le pas de côté du monde réel et tout. Et ce que ça dit, c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais ça reste aujourd'hui, quand j'y repense, c'est pas tous les jours, mais ça m'arrive quand mes souvenirs reviennent, je me dis, ah, ce truc-là. Je revois donc les grands que je disais à l'époque. Les grands, c'était des 3e. Hein. Pour moi, c'était grand. On était en 6e, j'étais avec mon pote et tout. Et je me rappelle de cette scène où les gars, ils parlaient pendant la récré sur le livret du jeu. Parce qu'à l'époque, on avait des livrets dans les boîtes. Et c'était Legend of Zelda Ocarina of Time qui venait de sortir, il l'avait et tout. Moi, je l'avais pas à cette époque-là, je l'ai eu plus tard. Et voilà, théorie du jeu, ah putain, la fiole machin, t'as gagné des... C'était quoi, des cristaux qu'on gagnait pour avoir des récompenses et tout. Moi, j'en suis là, machin. C'était des aventures. Et alors là, pour le coup, l'imaginaire fusait effectivement à la cour de récréation. Les sirènes de l'addiction. Et là, je pense que là, c'est plus l'adulte qui voit ça après avoir ses petits souvenirs et tout, qui se dit qu'est-ce que ça représentait quand même, parce que j'ai conscience, encore aujourd'hui, mais quand je l'écrivais déjà, vous voyez, j'en avais conscience, il y avait un effet quand même trop déséquilibré. Et je suis pas en train de dire le jeu c'est bien ou c'est mal, c'est un rôle. Et ça a d'ailleurs pas que ce rôle-là, il y a le rôle du divertissement aussi, etc. Mais moi j'avais conscience que j'y trouvais quelque chose qui n'était pas, on va dire, la définition première du jeu, et de ce que ça pouvait représenter dans je pense, un équilibre
relatif. Je pense que vraiment j'y trouvais ce côté refuge dont je vous parlais, et je pense que là j'y reviens, parce que ça a impliqué des choses. L'addiction est une réponse facile mais pas moins attractive à la souffrance qui peut émaner de notre perception violente de l'environnement. Je viens de vous parler de mon intérêt historique pour les jeux vidéo pour que vous puissiez mesurer la fonction échappatoire que la pratique a pu occuper dans ma vie, la frontière entre le besoin de s'évader, dans un cadre où l'on se sent protégé de la violence, et le recours régulier à des mondes virtuels pour entretenir une sensation d'apaisement est fine. Et oui. Voilà pourquoi, si je reste sur cet exemple, le jeu vidéo n'est ni un bien absolu, ni un mal incarné. Comme tout loisir générateur de plaisir, il doit être à mon sens approché comme tel, en restant mesuré dans la pratique. Et quand je parle de mesure, bien loin de moi l'idée de décréter qu'il existerait par exemple un temps idéal de jeu quotidien. Je ne suis pas allé jusque-là effectivement, mais je sentais que voilà, y a un truc qui était un peu déséquilibré. Tout dépend en réalité de son rapport personnel au monde fictif ou du degré de sensibilité qui nous y fait plonger. Je pense que c'est là où il faut rechercher le truc. C'est ça que je regarderai encore aujourd'hui. Si je devais en reparler, effectivement, avec les mots du Alex Poulet de 2025, c'est pas le jeu c'est un révélateur en fait. C'est comment vous y jouez et surtout qu'est-ce qui vous y fait jouer. Pourquoi vous allumez votre console, pourquoi vous lancez une partie, pourquoi régulièrement vous re-rentrez sur un jeu, vous aimez vous replonger dans un univers, qu'est-ce que ça dit du moment, de l'impulsion qui fait que vous le faites en fait. C'est plus ça aujourd'hui que je verrais tout de suite quand on me dit, comme quelqu'un me dirait putain moi je joue à ça, je fais ça et tout, plutôt que de lui parler du jeu, de l'univers, je lui dirais enfin c'est même pas je lui dirais, c'est j'ai ce biais maintenant, ou peut-être ce débiais, je sais pas, d'observer le pourquoi cette personne joue aussi souvent, joue avec cette intensité là. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En fait c'est par l'action finalement qu'on fait, ça en dit de là où on en est, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on fuit, de ce qu'on fuit pas, etc. C'est beaucoup plus, de ce point de vue-là, je trouve que le jeu vidéo aujourd'hui est intéressant et focaliserait mon attention. Donc là, je parlais de mesure, effectivement, parce que j'avais conscience qu'à l'époque, moi, c'était... à l'époque, j'avais pas tout ça en tête. Quand je l'écrivais, je commençais à l'avoir. Quand j'étais gamin, bien sûr, tout ce que je vous dis là, j'aurais déjà allumé la console depuis 30 minutes, quoi. Donc, j'allais pas jusqu'à dire il y a un temps de jeu idéal, bien sûr. Tout dépend en réalité de son rapport personnel au monde fictif et donc du degré de sensibilité. Pourquoi joue-t-on? Une question qui permet de définir si on est dans une phase de fuite de la réalité ou dans une recherche temporaire à maîtriser de plaisir, comme on le fera en lisant quelques pages d'un bon livre avant d'aller se coucher. Au fond, ce pourquoi est essentiel car jouer peut, pour s'immerger dans un univers factice, peut rapidement devenir une pratique addictive. La question que l'on peut également se poser est la suivante. Les addictions sont-elles si mauvaises si elles permettent de supporter la violence? Oui, car elles sont par définition une dépendance dont on peut difficilement se soustraire par un choix conscient sans aide extérieure. Ah ouais, ça c'est la question philosophique. D'un côté, tu as l'hypersensibilité, tu as la violence. Donc quelque chose d'insupportable, de très difficile en fait à vivre. Et de l'autre, tu as l'addiction. Et c'est de... Ouais, en fait, ce que je dirais aujourd'hui un peu plus, c'est effectivement, c'est pas... Je mets le haro sur l'addiction en mode c'est mal, c'est insupportable, etc. Alors bien sûr, ça génère des effets néfastes pour l'organisme, pour la construction aussi. Parce qu'à cette époque-là, t'es gamin. Enfin, ce que je décris, j'étais gosse. Mais pour autant, encore une fois, c'est le pourquoi t'en viens à ça. Qu'est-ce que... Ok, le monde te paraît violent, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, en fait. C'est cette sensibilité qui fait que... Tu vois. Donc c'est intéressant, ouais. Aujourd'hui, peut-être, j'aurais plus de nuances là-dessus. Et là, c'est vrai que je mettais vraiment le point sur le jeu. Je m'interdis de le faire quand même, c'est intéressant. Je suis pas en train de dire c'est mauvais, machin et tout, mais je parle... Vous voyez, quand même, il y a une association de la question du jeu et de l'addiction. C'est pas anodin, parce que j'aurais très bien pu parler du jeu vidéo en mode, voilà, raconter l'aventure, l'histoire, les souvenirs que j'en ai, sans du tout corréler ça à l'addiction. Si je le faisais à l'époque, c'est que je pense que j'associais les deux et j'en avais vu voilà, le lien logique entre les deux phénomènes. Donc effectivement, le truc qui fait relativiser, ces addictions sont-elles si mauvaises qu'elles permettent de supporter la violence? Parce que quelque part, j'irais pas jusqu'à dire que le jeu m'a sauvé, mais c'est presque, vous voyez, le fil qu'on pourrait tirer. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu es tellement dans la souffrance IRL, entre guillemets, le jeu, pour un gamin de mon âge à l'époque, qu'est-ce que j'aurais fait? Comment j'aurais ressenti le truc? Comment j'aurais survécu sans ça? Est-ce que j'aurais trouvé un équivalent?
Ou est-ce que sans avoir d'équivalent, je vous parlerai de quoi aujourd'hui par rapport à ce moment-là de ma vie, vous voyez? Donc forcément, là, ça aura jamais de réponse, parce que je suis né à cette époque-là, voilà, enfant de jeux vidéo, enfant du divertissement des années 80, quoi. Mais je posais la question et je l'ai toujours. Je pense qu'effectivement, j'étais dans une époque, j'ai saisi un truc. Aujourd'hui, ce serait quoi? Aujourd'hui, on a toujours du jeu, bien sûr, à foison, on peut se mettre dans des univers comme on le souhaite. Il y a peut-être d'autres phénomènes, je sais pas. Mais je pense qu'à chaque époque, tu as ton été palliatif, environnement confortable dans lesquels tu peux te réfugier quand, dans le monde réel, tu souffres, quoi. Donc j'ai pris l'exemple du jeu vidéo car il me parle, mais j'aurais aussi pu citer le jeu d'argent, l'alcool, le tabac. Alors, forcément, à l'époque, j'étais pas concerné, hein, j'étais trop jeune, mais effectivement, si on parle d'addiction ou toute autre drogue qui, une fois intégrée à notre vie pour des raisons de fuite ou de compensation, devient très difficile à évacuer. Bon, ça c'est un peu la généralité. Car la violence du monde qui a pu nous pousser à cette forme de consommation ne s'éteint jamais. Aucun répit n'est laissé aux hypersensibles. Si vous en êtes aussi, vous ne le savez que trop bien. Et oui, effectivement. Peu importe où on regarde, quand tu captes fort et quand c'est le feu. Alors, adulte, c'est vrai qu'après, tu peux verser dans... Voilà, je vais reprendre une gorgée de café. Hein. Tu peux verser dans d'autres types d'addictions. C'est mal, les amis. Activité et refuge de mon enfance, le jeu vidéo occupe désormais une place plus juste dans ma vie. Lorsque je m'y adonne, ce n'est plus en premier lieu pour fuir la réalité, mais pour jouir d'une graine d'émerveillement. Oh, c'est beau. Un plaisir simple, bien plus mesuré que jadis, et par lequel je me plais parfois à revisiter des moments heureux et insouciants de mon adolescence. Une jouissance nostalgique, je dois bien l'avouer. Je vous propose à présent de nous extraire cette douce anesthésie vidéoludique pour revenir aux violences du monde réel. Oui, alors en fait, pour moi, c'est pas cette violence-là est aussi une autre violence. Le fait, à l'époque, c'était pas le cas, mais se complaire dans une addiction pour échapper à une violence, en fait, c'est remplacer une violence par une autre d'une certaine façon. On fait ce qu'on peut, hein, les amis. Mais c'était intéressant parce qu'effectivement, il y avait ce côté... Bon, là, il y a un peu trop de vérité générale, je redirai pas ça, ça n'a aucun intérêt, je pense, aujourd'hui. Et par contre, je pense que... là, il y a un truc, quand même. Quand je dis, ouais, aujourd'hui, ça va, en fait. À l'époque, quand j'écrivais ça, c'était... bon. J'étais plus dans ce côté, effectivement, je rentre dans un jeu pour y rester parce que c'est confortable, etc. Maintenant, j'ai quand même, ça m'a suivi un peu le jeu. Et c'est vrai que j'avais fait, notamment sur mes chaînes YouTube, j'avais fait pas mal de jeux sur la méta Hearthstone à une époque, pour ceux qui connaissent, donc un jeu beaucoup plus récent, Univers Blizzard, jeu de cartes, et aussi sur Elden Ring. Mais là, c'était différent parce qu'effectivement, depuis, il y a eu Twitch, les réseaux sociaux, et donc il y avait ce côté un peu plus, on va rechercher l'interaction, le partage, il y avait un côté vraiment produire du contenu, être dans le divertissement, mais du côté du créateur, en fait. Pas du côté de la personne qui fait ça dans son coin parce que... ça lui fait du bien de s'enfermer dans un monde qui n'est pas le monde réel. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, la démarche était différente. C'est-à-dire que le jeu avait toujours autant de place dans le sens où ça dépend des phases. En ce moment, je joue quasiment plus. Mais il y a eu des phases vraiment que je jouais beaucoup. Mais c'était pas pour les mêmes raisons. C'était pas pour m'être confortable dans un univers, pour fuir le réel. C'était plus parce que je voulais produire du contenu et interagir socialement aussi avec d'autres personnes qui appréciaient les contenus que je proposais, etc. C'est marrant d'ailleurs parce que... je finis la parenthèse, et on en a terminé avec le jeu vidéo, sur le fait que j'ai voulu aussi en faire mon métier. Pour ceux qui ne sauraient pas, j'avais tenté le concours de l'Engmin à Angoulême. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, une école, un des seuls cursus publics, parce qu'il me semble que c'était public. Alors, c'était très sélectif, c'était sur dossier, etc. Donc, je n'ai pas passé l'entrée. Mais j'avais tenté ça pour être game designer à une époque, à Angoulême. N'ayant pas réussi, j'ai fait IUT informatique derrière, et après, tout un cursus de développeur. Mais à l'époque, je voulais faire ma petite avancée dans le jeu vidéo. Non, je vous dis ça, en plus je me trompe parce que j'ai tenté le concours de l'Engmin, ça n'a pas marché. J'ai fait mon IT informatique, mais ensuite j'ai eu une expérience dans le jeu vidéo puisque j'ai été développeur pendant pas très longtemps sur Nintendo DS. Ça n'a pas vraiment fonctionné, c'était pas une bonne pioche. L'entreprise, ça n'a pas du tout marché. Et après, je vous en reparlerai, ce sera dans une autre vidéo peut-être. Le parcours du poulet en Ile-de-France où je me retrouve au SMIC à bosser, à faire de la modération pour des blogs. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, elle sera pas très longue du coup, moins d'une demi-heure, c'est parfait.
On enchaînera avec là où les dernières parties prochainement. Mais là, j'avais vraiment envie de faire ce focus jeu vidéo parce que pour moi, ça a été un pilier quand même dans ma construction quand j'étais gamin. Alors, construction, vous l'avez vu, fuite un peu du réel, je pense, ça a eu ce rôle-là, le côté refuge. Ça, c'est vraiment le terme qui compte. Et ça a entretenu aussi quand même, mine de rien, un univers créatif. Aujourd'hui, par exemple, pour voir les choses d'une autre façon, j'ai écrit un roman, donc Dilution mentale. C'est une histoire que j'ai mûrie pendant des années, des années. Je sais que le terreau, ce qui a activé ça, c'était cette époque-là, en fait. Ces époques où je vivais dans des mondes imaginaires, je les entretenais, je les cultivais, les jeux de rôle, etc. Et cette créativité, à un moment donné, voilà, ça donnait des histoires que j'ai souhaité raconter par la suite, etc. Et je suis devenu auteur aussi, quelque part. Même si j'ai écrit cet essai-là, qui n'est pas du tout sur ce sujet de fond au départ, c'est pas une histoire inventée, là, on est plus sur un essai, hein. C'est le format. Euh, L'envie d'écrire, le besoin de raconter, d'échapper un peu de sa tête, de poser, de structurer, de faire un produit vraiment, un format créatif d'une certaine façon, bah, tout ça, je pense que ça s'est cultivé à cette époque. Dans le jeu vidéo, entre autres, il y a eu aussi de la lecture, il y a eu d'autres univers, mais celui-là, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un univers qui a compté pour moi. J'ai conscience aujourd'hui, certes, il a introduit des biais dans mon existence, mais qu'il a eu un rôle de refuge à un instant où j'en avais besoin aussi. Donc, je suis pas en train de dire c'est extraordinaire ou c'est une catastrophe et tout. Ça a eu un rôle. Et en fait, moi, en tant qu'humain, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait avec mon écosystème, avec mon époque, avec ma sensibilité. J'ai versé dans le jeu vidéo. D'une façon, d'ailleurs, que je qualifierais même pas. Est-ce qu'elle était excessive ou pas? Même, enfin vous ne pourrez pas en juger de toute façon en étant à l'extérieur, mais même moi, j'arriverais même pas à le dire aujourd'hui. Je le voyais comme quelque chose d'évident à l'époque. Voilà. Les amis, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, alors n'hésitez pas à commenter, hein. Commentez cette vidéo pour me dire, vous, quelle est la place du jeu dans votre vie aujourd'hui. Si vous êtes plus jeune, peut-être vous avez connu peut-être l'avant aussi, l'époque que je vous décrivais là-dedans. Et puis n'oubliez pas le petit pouce, le partage, ça m'aide vraiment, ça me soutient, c'est une façon aussi de diffuser un peu les contenus que je propose. Donc merci vraiment du fond du cœur et je vous dis à très vite pour la suite de cette petite série d'autocritique sur mon premier essai violence. Ciao.